Le 19h30, Sacha Daoud. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Voici les titres de l'actualité. Plus de 85% de réussite au CEB. On se dit que les élèves ont cartonné. Oui, mais voilà, c'est moins bien que les précédentes années. La nouvelle taxe de circulation wallonne ne fait pas que des heureux. Les propriétaires de voitures électriques s'inquiètent. Ils polluent moins, mais leurs véhicules sont plus lourds. Ils se demandent donc à quelle sauce ils vont être taxés. La cigarette électronique n'est pas sans risque et on ne le sait peut-être pas assez. Nous ferons le point sur certains de ses dangers dans ce journal. Et puis le temps est à un tournant. Réunis à Madrid, les pays membres ont pas mal de dossiers sensibles sur la table, dont les demandes d'adhésion de la Finlande et de la Suède. La Turquie pourrait y mettre son veto sur fond de sensibilité russe. Nous ferons le point en direct dans un instant avec Henri de Laguérie. Et puis nous rencontrerons aussi l'actrice française Fanny Ardant en fin de journal. Elle est en Belgique et elle nous parlera non seulement de sa vie mais aussi de sa carrière et plus encore de son amour pour la culture belge. C'est bien, mais c'est moins bien. Madame, monsieur, bonsoir. Les résultats des élèves francophones de 6e primaire au certificat d'études de base sont connus. Le taux de réussite est de 85,42%. Un bon chiffre ? Alors oui et non. Oui, parce que la crise Covid a finalement moins fait de dégâts que prévu sur le niveau d'apprentissage, mais non parce que ce taux de réussite est le plus faible enregistré depuis 10 ans. Et pour tout vous dire, les maths font encore toujours baisser la moyenne. Sophia Kotsoglou. Cet enseignant est particulièrement fier. Dans quelques heures, ses chapeaux de diplômés prendront place sur la tête de ses élèves qui ont réussi leur CEB. Mais cette année, les déçus seront plus nombreux que l'année passée. Le taux de réussite est de 85%, le pire niveau depuis 10 ans. Les 2 années de Covid ont laissé des traces. Certains enfants ont été livrés à eux-mêmes, même si les enseignants envoyaient par tous les moyens numériques possibles du travail à domicile. Certains le faisaient seuls et avaient des grosses difficultés et ne savaient évidemment pas se faire aider. L'épreuve qui a compliqué la vie de pas mal d'élèves est celle de maths, dont la moyenne est de 71% contre 74% pour le français. J'ai trouvé personnellement l'épreuve de mathématiques, notamment en nombre et opération et en grandeur, assez longue, ce qui engendre à ce moment-là une difficulté supplémentaire. Cela dit, 85% de réussite au CEB ne signifie pas que 15% des élèves vont doubler. Ça dépend les cas qu'on a devant nous, quoi. Il y a des enfants qui, il est préférable qu'ils passent en première différenciée parce que ils sont déjà avancés au niveau de leur maturité, etc. Et que donc, quelque part, ils n'ont plus à être dans une école niveau primaire et d'autres restent en primaire parce que on sait très bien que ça leur fera vraiment du bien. Mais avant de penser à la rentrée, place à la fête. Famille et amis sont là pour assister à la remise officielle des CEB. Des fois c'était facile, difficile. J'étais très contente de réussir. J'avais peur de redoubler. Je me sens très bien d'avoir réussi mon CEB et un peu moins bon pour les secondaires parce que c'est quelque chose de nouveau. Je suis pas stressée pour aller en secondaire, mais ça va être chiant parce que j'aurai plus de devoirs qu'en primaire. Mais ce n'est pas le moment de se tracasser avec les devoirs. Plus que quelques jours d'école et les vacances vont enfin commencer. C'est une question qui semblait inutile jusqu'à hier et qui devient finalement essentielle ce matin. Combien pèse ma voiture ? Plus elle est lourde et polluante, plus votre future taxe de circulation va faire mal à votre portefeuille. Mais ça débouche aussi sur un paradoxe. Avec un simple exemple, il concerne les véhicules électriques ou hybrides. Ils sont plus lourds, donc ils devraient être taxés plus lourdement. Mais ils polluent moins aussi et ils devraient donc être taxés beaucoup moins. Alors, taxer plus ou taxer moins ? Élément de réponse avec Sophia Kotsoglou et Thomas Detreil. Il existe aujourd'hui sur le marché automobile quelques voitures électriques, petites et vertes. Mais ce n'est évidemment pas la majorité. La plupart des véhicules existants sont imposants et le poids de leur moteur reste conséquent. Ils vont donc être impactés par cette future réforme fiscale, sauf si les constructeurs changent leur fusil d'épaule. D'une part, les constructeurs ont tendance à offrir des véhicules très lourds, très puissants en électrique et à diminuer l'offre dans les véhicules les plus modestes.
Et d'autre part, ces véhicules les plus modestes sont vraiment nécessaires si l'on veut pleinement décarboner les transports en prenant en compte l'entièreté du cycle de vie des véhicules. Un véhicule plus modeste, moins lourd, moins puissant, consomme moins d'énergie, pollue moins tant à sa fabrication que dans son utilisation, quelle que soit sa motorisation. Certains véhicules électriques pourraient donc voir leur facture multipliée par 12, bien qu'ils polluent moins. Alors à quand un parc automobile électrique plus léger, plus vert et surtout moins cher ? Il faut reconnaître aussi, si l'on reprend mon exemple des GSM, qu'à l'époque, un mobilophone pesait aussi plus de 5 kilos. Donc laissons le temps aux constructeurs et à la technologie de s'adapter. Les projets sont en route. Chez Volkswagen, la première citadine électrique, légère et moins puissante, sera produite en Europe d'ici 2025. Pour rappel, la réforme de la fiscalité automobile pourrait entrer en vigueur à partir de septembre 2023. Elle sera étalée sur une période de 3 ans. En attendant, l'avant-projet de décret ne manque pas de faire réagir, même si la route, elle, risque d'être encore longue. Et si le poids de votre voiture sera bientôt crucial, ce qu'elle a sous le capot va le devenir encore un peu plus à partir du 1er juillet. Et cela concerne le filtre à particules. C'est un élément que vous connaissez peut-être, il existe déjà et il est essentiel dans le dispositif anti-pollution de votre voiture. Mais ça coûte cher et quand il faut le remplacer, certains font le choix de s'en passer. Ça va devenir une fraude, donc ce ne sera plus possible bientôt, car les contrôles techniques vont contrôler. Reportage, Dominique Combs, Benoît Ferron et Baudouin Rémy. Voici le nouvel appareil mis en service à partir du 1er juillet pour le contrôle de véhicules diesel les plus récents. La Belgique sera même le premier pays d'Europe à l'utiliser. Il contrôle les particules fines des pots d'échappement et donc le filtre à particules de façon plus efficace. Voilà, ça passe. Parfait, ça passe. À partir du 1er juillet, nous introduisons un nouveau test avec un compteur à particules qui va permettre justement de détecter si le filtre à particules a été supprimé ou est effectué sur le véhicule. Il faut savoir que les particules qu'on va mesurer sont 1000 fois plus petites que la taille d'un cheveu. Et donc les appareils qu'on a d'ancienne génération ne permettent pas d'aller mesurer aussi bas. Donc pour les fraudes, c'est terminé, car il y en avait. Pour gagner de la puissance moteur, parce que le filtre à particules s'encrasse ou qu'il coûte cher à remplacer, certains le démontaient et le contrôle technique n'y voyait rien. Ici, l'accès d'un point de vue visuel est totalement impossible et donc on ne sait pas voir le filtre à particules sur le véhicule. L'autre problématique, c'est que certains laissaient la marmite extérieure mais vidaient l'intérieur, donc c'était aussi impossible à détecter. Ce nouveau contrôle concernera les voitures diesel mises en circulation après le 1er janvier 2013 et donc aux normes Euro 5B et Euro 6. Mais dans la file aujourd'hui, on se rend vite compte que les conducteurs ne sont pas très au courant des normes. Vous venez au contrôle technique, vous ne connaissez pas l'année de votre voiture? Non, exactement non. Et vous savez si c'est une norme Euro 5, Euro 6? Même pas. J'ai aucune idée. Euro 4, je crois. Euro 5. Euro 5. L'enjeu, c'est aussi la santé publique, car les particules fines causent des cancers, c'est certain. Et il reste un sérieux problème. Ces filtres à particules fonctionnent mieux sur des longs trajets à vitesse constante, car ils chauffent plus fort et en ville, ça dysfonctionne. Il faut plus ou moins 600 degrés pour qu'un filtre à particules fonctionne convenablement. Avec des trajets courts et des vitesses très limitées, on va rester en dehors de ces seuils-là. D'ailleurs, le véhicule diesel n'a pas été conçu pour ça. En ville, ces voitures causeront donc toujours plus de dégâts à la santé et à l'environnement. On ne ment pas en affirmant ça. Toutefois, le contrôle de l'efficacité des filtres à particules à partir du 1er juillet reste un progrès. 22 fusillades à Bruxelles depuis janvier, le phénomène inquiète. Les autorités ont donc tenu à faire le point lors d'une conférence de presse. On y a insisté sur un point, il n'y a pas de zone de non-droit. Et pour preuve, des suspects ont parfois été arrêtés. Mais les enquêtes sont complexes aussi, car ces fusillades ne sont pas le fait d'une seule et même organisation criminelle. On parle plutôt de différentes bandes urbaines. Et le milieu de la drogue est régulièrement pointé du doigt. On écoute Tim de Wolf, le procureur du roi de Bruxelles. Le trafic des stupéfiants n'est pas nouveau, même si on voit un niveau de violence plus élevé. Les moyens ont toujours été sur place. Il y a des très bonne collaboration entre tous les services de police concernés. C'est ce qu'on voulait confirmer, puisqu'on comprend que la population est inquiète de voir ce nombre de fusillades, notamment. Il faut quand même savoir qu'il y a eu un shift de beaucoup de secteurs de la criminalité où il y a plus de risques parce que les peines sont plus élevées, comme par exemple les hold-up, etc., les faits avec violence. Ici, c'est beaucoup plus lucratif et les peines sont moins élevées. Donc il y a un glissement vers la drogue.
La cigarette électronique n'est en revanche pas une nouvelle venue dans notre actualité précisément. Elle a été très vite présentée comme une petite révolution qui allait vaincre une bonne partie du tabagisme et des maladies graves qui y sont liées. Mais depuis, on doit bien reconnaître que l'adage « pas de fumée sans feu » s'applique assez bien à la vapoteuse, car elle aussi peut provoquer des ennuis de santé. Bref, quand c'est moins négatif, ce n'est pas forcément positif. Clara Wertz. Des petites fioles de liquide de toutes les couleurs, de quoi recharger sa cigarette électronique, un appareil vissé à la main de certains anciens fumeurs de cigarettes. Only maybe 2 years, but on and off, so not strictly daily, but for about 2 years. But I smoked cigarettes for 25 years before that. I think it's the lesser of two evils. Ils sont nombreux à tenter d'arrêter grâce à la cigarette électronique. Mais dans cette boutique du centre-ville, des jeunes entrent aussi attirés par les fioles et le marketing des vapoteuses. Un adolescent sur 10 de moins de 15 ans a déjà essayé la cigarette électronique. Alors il y a des jeunes qui posent des questions, mais je leur dis tout de suite, ça ne sert strictement à rien. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir une nouvelle habitude d'une fumée qui va rentrer dans vos poumons. C'est fait principalement, et je dirais même uniquement, pour des personnes qui fument des cigarettes, qui veulent arrêter la cigarette. C'est exactement ce que démontre cette nouvelle étude du Conseil supérieur de la santé. La vapoteuse est moins néfaste que la cigarette classique pour les accros de la nicotine, mais reste dangereuse pour un non-fumeur. Pour ceux qui n'ont jamais fumé, pour les jeunes, même pour les adultes, non, ne commencez pas à vapoter. Par rapport à la cigarette, c'est peu toxique, mais ça reste toxique dans la mesure où il y a des risques potentiels et beaucoup d'incertitudes sur le long terme que l'on ignore. Le simple fait de faire entrer autre chose que de l'air dans ses poumons est néfaste. À cela s'ajoute la méconnaissance de certains ingrédients de la cigarette électronique. Il y a les métaux, il y a les aldéhydes, il y a les solvants qui sont des substances qui sont irritatives, ça c'est prouvé, et dont certaines, comme le formaldéhyde, on sait qu'il est cancérigène. Et donc à long terme, nous demandons aux autorités de suivre la consommation des cigarettes électroniques, ce qu'il se passe avec les consommateurs, pour pouvoir alors adapter la législation, parce que s'il y a des effets secondaires, il faut le savoir. L'objectif pour ces spécialistes reste d'arriver à un monde sans fumée, qu'elles proviennent de cigarettes classiques ou électroniques. À suivre dans ce journal, un drame de la migration au Texas. 46 personnes ont été retrouvées mortes dans une remorque. 3 individus suspectés d'être des passeurs ont été arrêtés. Un nouveau complexe d'escalade a été inauguré dans la région de Charleroi. Un superbe outil pour les professionnels qui rêvent maintenant de médailles au JO de Paris. Et puis 1000 km en 72 heures sur un vélo. Vous allez découvrir en fin de journal une course un peu folle pour des cyclistes un peu fous. Mais avant cela, donc, une tragédie humaine qui s'est déroulée au Texas. L'horreur a été découverte sur un parking de supermarché dans la remorque d'un camion. Des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants étaient entassés. 46 d'entre eux avaient déjà perdu la vie lorsque les secours sont intervenus. Des victimes mortes, dit-on, de chaleur, mais aussi sans doute de déshydratation. On n'a retrouvé aucune bouteille d'eau dans la remorque. 3 personnes soupçonnées d'être des passeurs ont été arrêtées. Pascal Bustamante. L'alerte a été donnée en début de soirée. Un appel à la police par un travailleur occupé sur un chantier en pleine campagne. Le récit de l'ouvrier déclenche l'intervention des secours en grand nombre. Une conférence de presse est improvisée sur place en pleine nuit. A worker who works in one of the buildings up here behind me heard a cry for help, came out to investigate, found a trailer with the doors partially open, opened them up to take a look and found a number of deceased individuals inside. Il apparaît vite que les secours se trouvent confrontés à un drame de la migration. Le semi-remorque frigorifique est un véritable charnier. Les secouristes sont choqués. At this time, we have processed approximately 46 bodies that have been triaged and tagged and declared deceased at this time. Fortunately, we were able to transport 16 people. 12 of those are adults and 4 pediatric. All of them were conscious at the time upon transportation. 3 personnes ont été arrêtées, l'enquête est en cours. Le président mexicain a formulé des condoléances, il parle de 50 victimes et de manque de contrôle. Estos hechos
Ces événements malheureux, qui bien sûr ont à voir avec la situation de pauvreté, de désespoir, se produisent parce qu'il y a aussi la traite des êtres humains. La tragédie est déjà politiquement récupérée aux États-Unis. Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a rejeté la faute du drame sur le président Joe Biden et sa politique d'ouverture des frontières. Depuis sa création en 1949, l'OTAN, symbole de l'alliance politique et militaire entre l'Europe et l'Amérique du Nord, a connu le chaud et le froid. Et à Madrid, où s'ouvre un sommet de l'OTAN, ça pourrait être un peu frais. Un dossier pourrait crisper, celui des candidatures comme pays membres de la Suède et de la Finlande qui frappent à la porte. Mais la Turquie pourrait bien y mettre son veto. Bonsoir Henri Delaguérie, vous êtes sur place à Madrid. On va essayer d'y voir plus clair avec vous parce qu'on a un peu l'impression qu'à travers ce veto turc, c'est quelque part une voix russe qui va s'exprimer au point, dit-on sur place, de mettre à mal les candidatures de la Suède et de la Finlande. Alors écoutez, on n'en est pas encore là, mais c'est vrai que pour beaucoup d'observateurs, et ce sera difficile d'arriver à une levée de ce veto turc d'ici jeudi, d'ici la fin du sommet. La Turquie reproche depuis longtemps déjà à la Finlande et surtout à la Suède d'être des refuges, des sanctuaires pour les militants kurdes du PKK. C'est un litige très ancien entre Ankara et Stockholm. Et puis la Turquie, bien sûr, craint la réaction de la Russie. Les militaires russes sont présents tout autour de la Turquie, au Caucase, en Syrie. La Russie a des moyens de pression contre la Turquie. Et puis derrière ce veto, il y a aussi sans doute une forme de chantage de la part d'Ankara qui aimerait que les États-Unis lèvent un veto contre cette Turquie. La Turquie qui aimerait acheter des F-16 aux Américains. En tout cas, pour le Premier ministre Alexander De Croo, ces adhésions doivent aller jusqu'au bout. Et si elles ne se formalisent pas d'ici la fin de la semaine, d'ici la fin du sommet, ce serait un bémol. Ce sont les termes qu'il a employés. Je vous propose de l'écouter. Il s'est exprimé ici il y a quelques minutes. C'est clair que l'OTAN sera plus solide avec ces deux pays en plus. C'était déjà des pays partenaires importants naturellement. Mais ça montre bien que dans le monde d'aujourd'hui, quand on est tout seul, on ne se sent pas à l'aise. Et quand on est tout seul, ou bien on a peur, ou bien on demande de faire partie d'une alliance comme l'OTAN. Et on les souhaite clairement le bienvenu et j'espère qu'on trouvera un accord à ce sommet pour qu'ils puissent démarrer le processus d'adhésion. Grand merci à vous, Henri, pour ces explications et cette interview du Premier ministre belge. Des images venues d'Ukraine, justement, hier soir, nous ont rappelé que la situation aux portes de l'Europe mérite la plus grande attention, encore et toujours. La Russie a bombardé, on vous l'a dit, un centre commercial ukrainien hier, faisant de très nombreux morts et de très nombreux blessés. Aujourd'hui, les réactions internationales condamnent et les Russes nient. Catherine Tonero. Au lendemain de l'attaque, le recueillement. Devant ce mémorial improvisé, les habitants de Kremenchuk défilent avec fleurs et bougies, encore sous le choc. Je suis de Kharkiv. Ma ville est bombardée tous les jours. Je voulais sauver mes enfants, alors nous sommes venus à Kremenchuk il y a 3 semaines. Je pensais que mes enfants seraient en sécurité ici, mais je me trompais. Ce qui s'est passé hier montre qu'il n'y a aucun endroit en Ukraine où nous pouvons être en sécurité. 18 personnes tuées, 36 manquant encore à l'appel. Depuis hier, les secours s'affairent dans des débris calcinés. Un des 2 missiles qui ont frappé le centre a été identifié. 11 mètres de long et plus de 5 tonnes. Selon Kiev, 1 millier de personnes se trouvaient à l'intérieur. Comme Daria, la plupart ont pu fuir à temps. Il y a eu la sirène, l'alerte aérienne. Alors on s'est mis à courir vers la sortie arrière. Et puis 3 minutes plus tard, il y a eu l'explosion. On avait du verre partout, dans les cheveux, sur nos vêtements. Il y avait aussi de la fumée, les gens couraient, c'était effrayant. La Russie assure avoir frappé un dépôt d'armes proche du centre commercial et non celui-ci. La procureure générale d'Ukraine venue sur place ce matin est formelle. Il n'y a pas ici de cible militaire. This is absolutely clear that it is civilian object and they shelled civilian infrastructure again and again. It's a question about crimes against humanity. Depuis le début de l'invasion russe, Moscou dément prendre les civils pour cible. Selon l'ONU, ils sont au moins 4700 à avoir été tués,
depuis le 24 février. Et c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de nous avoir suivis. Et au nom de toute l'équipe, je vous conseille de rester avec nous. D'abord parce qu'il y a la météo de Caroline Dossogne et ensuite parce que juste après, il y a les épisodes 3 et 4 de la série Comme un avion sans ailes. Bonne soirée, à demain.